Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. S'il y a bien une histoire là, qu'on aime beaucoup, Mm. Annie et moi, et puis sur laquelle on travaille depuis pratiquement le début qu'on se connaît, pratiquement. Ah, écoute, c'est carrément un coup de foudre, là, cette histoire-là, je pense, dans le sens où Ouais. c'est vraiment... je pense que c'est pas mal. À nous deux, là, c'est notre préféré, je pense. Définitivement. Puis en plus, ça donne bien, parce que figure-toi que ça a l'air d'être pas mal l'épisode préféré aussi de nos auditeurs. Mhm. Mm. Oui, parce que c'est ça, on revient avec du nouveau stock sur l'histoire de Manon Paquin. Et voilà. Mais alors, c'est sûr que je pourrais vous dire, si vous ne connaissez pas l'histoire, arrêtez cet épisode et puis allez écouter l'épisode 1. Mais, vu qu'on est quand même gentil, là, on va faire un petit résumé tout de même, parce que même pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est sûr que ça fait un certain temps, puis que même nous autres, des fois, on a besoin d'un petit rappel. Oui. Rappel des faits. On revient en arrière, mais ça, vous le savez, hein, vous en avez l'habitude avec nous. Rétrocrime. Rétrocrime. On revient à l'époque, durant l'année 1959, le 26 août 1959 exactement, où on découvre un corps enfermé dans un sac de couchage dans le secteur de Como. Alors Como qui se situe à l'ouest de l'île de Montréal, à quelques kilomètres, c'est la lointaine banlieue. Là, Un peu passer Vaudreuil, Ouais. avant d'arriver à Rigaud aussi. Disons entre Vaudreuil et Rigaud, peut-être. C'est ça. Et puis, à l'intérieur du sac de couchage, c'est le corps d'une jeune femme qui est trouvé. Alors, il y a plusieurs informations qui circulent dans un premier temps. C'est qu'on parle d'une entrée de projectile au niveau de la tempe. On parle également d'un bas de soie qui a été retrouvé, puis qu'apparemment, il y aurait eu asphyxie avec le bas de soie. Mais on retrouve pas de papier d'identité, pas de moyen de l'identifier, sauf que, justement, on va se servir du peu de choses, c'est-à-dire des bijoux qu'elle portait, et puis de certaines photos, le photo des bijoux, et de la description. On va faire un appel à témoins dans les médias de l'époque. C'est à ce moment-là qu'un cabaretier, ainsi qu'un avocat, qui était aussi qui allait devenir un politicien, l'accompagnait justement pour identifier la jeune femme, parce que il avait reconnu les bijoux qui avaient été publiés dans les journaux. Alors, le cabaretier, on va jamais savoir son nom. On a cherché, là. On a des noms, mais on pourrait pas... Premièrement, ça, c'est pas des noms nécessairement tant connus, mais on sait qui était propriétaire de chaque cabaret. Pas Oui. mal, c'est trouvable, mais est-ce que c'est le cabaretier? Est-ce que c'est le gérant? Il y avait toutes sortes Il y avait un champ lexical aussi, hein, pour Ouais, c'est les ça. établissements licenciés de l'époque. Et donc, le cabaretier arrive pour l'identification avec donc son avocat qui le présente comme un ami, en fait. Hein. C'était Oui. pas... ça peut paraître bizarre que, dans le fond, quelqu'un qui reconnaît les effets personnels d'une personne se présente avec son avocat comme ça, naturellement, là, avec un avocat, en tout cas. Disons que ça s'est C'est vu spécial. dans d'autres choses nébuleuses. Oui, quand il y avait quelqu'un qui avait des choses à se reprocher, peut-être, non? Oui, C'est ça. absolument. Ou qui avait peur, peut-être qu'on lui reproche. Ou ça ne veut pas dire qu'il y a tant de choses à se reprocher véritablement, mais qu'on a peur qu'on le soupçonne, peut-être. Peut-être. Mais disons que c'était curieux. Alors, à ce moment-là, évidemment, on découvre que la victime s'appelle Manon Paquin, de son véritable nom, Suzanne Mariette Gay, Mhm. et qu'elle avait 26 ans.
elle serait ce qu'on pourrait appeler de nos jours une escorte de luxe. Oui. Suite à l'identification, c'est là que ça devient un peu plus bizarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Avant l'identification, on pense avant tout à un meurtre, on parle de projectile, enfin d'entrée de projectile, on parle d'asphyxie. Sitôt qu'elle est identifiée, maintenant, on pense que ça pourrait être un accident. Ah. Ouais. Alors on dit que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était le 20 août 1959, vers 1h du matin. Elle a été vue la dernière fois dans un cabaret du centre-ville. Et puis, là, il n'y avait pas de nom de cabaret nulle part. On va y revenir. Mm-hmm. On dit qu'elle a été vue accompagnée par un touriste américain, entre guillemets, mais on ne sait pas qui dit ça. Il n'y a pas d'éléments vraiment concrets qui démontrent qu'effectivement, il s'agit d'un touriste américain. En fait, on n'en sait rien. Il ne faut pas oublier que l'enquête du coroner n'était pas disponible aux archives. Finalement, à la lecture de certains journaux, il n'y a plus de projectile dans la tête. On parlait de graphing. Hein? Oui, c'est ça. Non, finalement, ce n'était pas une entrée de projectile, c'était c'est ça. Une érosion. Une érosion, une branche qui avait dû traverser le sac de couchage. Je ne vois pas trop comment, mais bon, c'est assez curieux. Puis, il me semble que quand tu es policier ou quand tu es du service du coroner, tu vois un corps, tu sais reconnaître une entrée de projectile, selon moi. Mais apparemment, c'était une erreur. Et puis, c'est ça, comme je disais, elle serait morte de façon accidentelle, une crise cardiaque, lors de son dernier rendez-vous avec un client. Et puis, celui-ci aurait paniqué, voyant la victime inanimée. Et puis, c'est bien connu, il aurait eu un sac de couchage quelque part, il l'aurait mis dans un sac de couchage et puis il aurait fait plusieurs kilomètres pour se débarrasser du corps dans une région... je veux dire, c'est ça, il faut connaître. C'est connu. La crise cardiaque à 26 ans aussi, c'est fréquent, on va dire. Oui. Assez fréquent pour pouvoir extrapoler un verdict aussi loufoque que celui-là. Alors, elle est disparue pendant 6 jours. Il n'y a eu aucun signalement de disparition, mais ça, à la limite, c'est peut-être la chose la moins bizarre ou la moins suspecte, là, même si, oui, est effectivement arrivé déjà dans d'autres histoires de disparition que le signalement a été fait très tardivement. Chez les adultes, oui, mais quand même. Ouais. Mais ça reste quand même suspect. Alors, pour quelles raisons, effectivement, on pense que la théorie de l'accident n'est pas bonne? Comme tu l'as dit, Annie, 26 ans, accident cardiaque, me semble que c'est pas la raison que tu sors en premier. Surtout qu'on voit que, il n'y a rien qui indiquait des problèmes de santé. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est possible qu'à 26 ans, on fasse un arrêt cardiaque, mais c'est très extrapolé. Là, c'est ça. Puis me semble que ce n'est pas la première raison qu'on pourrait donner à ce genre de choses. Un client qui aurait paniqué, il laisse la victime sur place. Il est dans une chambre d'hôtel. Manon Paquin vient de faire un accident cardiaque. Il quitte les lieux en courant et puis voilà. C'est ça, la panique chez un client. Il ne va pas, comme je disais tantôt, prendre un sac de couchage. D'où sort ce sac de couchage d'abord? Qu'il faut l'avouer est une technique assez reliée utilisée parce que le sac de couchage comporte plusieurs couches aussi de tissu. On roule la victime, on la zippe et voilà. Ouais. Il y a un côté pratique. C'est malheureusement pratique, oui. De là, on pourrait voir que la présence même du sac de couchage confirmerait peut-être une forme de préméditation même. Tu sais, quand tu prévois, à moins que tu sois un campeur et puis que tu te décides en tant que campeur qui utiliserait les services d'une escorte de luxe, déjà en partant, ça ne fit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un certain degré de préparation dans l'acte. Et puis, c'est ça, on s'interroge toujours sur la blessure à la tête, on s'interroge sur l'asphyxie. Et puis aussi, et c'est là où on s'en vient parce que on a du nouveau stock, si je puis dire, comme je disais tantôt, c'est l'endroit où Manon Paquin a été retrouvée. Et cet endroit-là, on mettra la carte, on mettra le plan sur Rétrocrime. C'est assez à l'écart, tu sais. Et puis, en plus, Annie, tu as eu l'opportunité de te rendre sur place
Parce que l'endroit n'a pas vraiment changé depuis 1959. On l'a tellement regardé via Google Maps et surtout Google Street View, si on peut dire, pour pouvoir voir un peu les lieux. C'est difficile via cette façon-là parce qu'il y a souvent des arbres. Tu sais, c'est rare que Google va passer l'hiver, là, tu sais, qu'on ne verra pas. Mais moi, en ayant été sur place, bon, c'est sûr que c'est déjà pas c'est une petite route... de campagne? Oui, c'est ça. C'est pas une route principale. C'est pas la rue principale, en fait, de l'endroit. Non seulement ça, mais je l'ai vu, puis on s'en doute, l'été. Puis on était au mois d'août. Les feuillus sont feuillus, bien évidemment, puis on voit rien. On le voit pas qu'il y a un marécage. En fait, c'est un ruisseau, hein. Mais c'est un ruisseau qui coule pas, c'est plus marécageux, là. Disons que l'eau est beaucoup plus stagnante, surtout d'un côté, avec un petit ponceau entre les deux, parce que la route passe par-dessus. Des deux côtés, la flore, si je peux dire, les feuilles empêchent de voir. Bon, c'était comment en 59? Je pourrais dire que je ne le sais pas, mais oui, je le sais, parce que les Allopolis, etc., on voit les photos, on le voit qu'il y a beaucoup d'arbres aussi. Oui. C'est la même chose. Donc, c'est un endroit qu'en auto, tu ne te rends même pas compte que tu es sur un ponceau. Ben, c'est pas un pont, là, c'est un ponceau. Un ponceau, c'est un gros tuyau de métal strié qui permet juste un lixivia d'eau, là, de l'eau à passer, qui se déverse éventuellement dans le lac Saint-Louis, je pense, là, dans ce coin. Oui, exact. L'eau est tellement marécageuse et probablement glaiseuse que ça ressemble à du lait, un peu verdâtre. Quand on est là, on n'a aucune idée qu'il y a de l'eau autour de nous, là. Puis pour avoir... premièrement, j'ai pas pu me stationner là parce qu'il n'y a pas d'accotement vraiment. Je me suis stationnée où il y a il y a un stationnement vraiment à 2 minutes à pied pour la traverse d'Oka, pour aller vers Oka. Et là, j'ai marché à pied et pour me promener d'un côté et de l'autre du ponceau, là, de la route, pour voir des deux côtés du marécage, il fallait que je sois à l'écoute des voitures parce que même si je regarde des deux côtés, c'est un tournant tellement serré que je les verrais pas arriver. Je ne verrais pas arriver l'auto, là. Je veux dire, il faudrait être devin, là. Faudrait, tu sais, c'est ça, il faudrait... fallait que j'écoute parce que ça arrive vite, les autos, puis il y a vraiment juste une voie de chaque côté. Je me suis dit, qui arrête là? Il faut savoir vraiment. Il faut vraiment connaître l'endroit. L'autre chose à savoir, c'est qu'évidemment, nous, on l'a étudié, ce coin-là. C'est une époque où on jetait nos meubles, là, nos affaires dans les lacs. Hein. Des fois, les gens mettaient même de quoi sur un lac gelé, puis bon, au printemps, ça va dropper dans l'eau, puis ça finira là. Des meubles qu'on ne veut plus avoir, un vieux divan, un vieux... les gens n'avaient pas la même conscience environnementale qu'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'était un endroit... moi, je pense que si quelqu'un veut... quelqu'un de professionnel, entre guillemets, qui ne veut pas qu'on retrouve un corps, va aller à un endroit où il n'y a pas de plaisancier, là. Tu sais, un vrai lac où il y a des plaisanciers, le corps va remonter ou quoi que ce soit, bien là, on va tout de suite, ça va faire le front page du journal le lendemain. Il n'y avait aucune activité autour, là, tu sais. C'est pas beau. Ouais. Je vais te le dire, c'est pas beau, là. Il y a des gros blocs de ciment qui viennent de je sais pas quoi, que c'est pas des... oui, tu avais pris des photos, d'ailleurs. Oui. Oui, j'avais pris des photos, puis d'ailleurs, on l'a vu, c'est pareil, c'est d'équerre avec la foi de Manon Paquin. Ce qu'ils ont eu probablement de la malchance, entre guillemets, que les criminels qui ont mis Manon, les personnes qui ont enlevé la vie, qui l'ont mis là, c'est que, et de un, Manon Paquin était un petit bout de femme, dans le sens qu'elle était mince, donc elle n'avait pas un gros poids. Ils l'ont fait débouler là, c'était probablement la nuit. Elle n'a pas déboulé assez bas, peut-être par le fait qu'elle n'avait pas un poids assez prenant. Suffisant. Puis en plus, malencontreusement, c'était un moment de sécheresse. C'est ça, c'était le 26 août, c'était la fin de l'été, il n'avait pas beaucoup plu. Il y avait eu une sécheresse, ni plus ni moins. Le niveau de l'eau avait baissé, effectivement. Baissé extrêmement, c'était rendu une flaque d'eau, alors que normalement, puis je suis allée, là, c'est vraiment... tu sais, je pense que je pourrais plonger quasiment. Là. Bon, je me buterais à des meubles, sûrement, mais tu sais, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont trouvé, parce que... D'ailleurs, si tu te rappelles bien, dans les journaux de l'époque, on parlait des personnes qui avaient remarqué, quelques jours auparavant, qui avaient déjà remarqué le sac de couchage, mais sans plus. Alors qu'avec la baisse du niveau de l'eau, c'est là où ils ont pu voir, dans le fond, la forme qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, ce qui explique qu'il a été retrouvé, mais mettons un gros orage, là, puis dans le fond, il aurait été découvert peut-être beaucoup plus tard ou peut-être
jamais, Oui, là, qui sait. Là. peut-être jamais. Donc, c'est même que je me suis demandé, est-ce que ça pourrait pas être un endroit de prédilection, puis que dans le fond, il n'y aurait pas juste Manon. Par contre, il y a certains articles, je ne sais pas si c'est vrai, qui avancent que ça a l'air qu'on aurait, comment qu'on dit, asséché ou drainé le lac, tu sais, pour... Oui, c'est ça, sécher le... Oui. Mais bon, ça doit être une technique. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu mystifiée. Là. Je ne sais pas comment ils font ça pour... Peut-être qu'ils arrêtent en amont, qu'ils arrêtent l'arrivée de l'eau. Peut-être qu'ils peuvent le faire techniquement, et puis après, ils attendent que le reste s'écoule. Selon moi, là, c'est ça une hypothèse. Peut être une bonne hypothèse, vu que ça se déverse dans le lac. C'est vrai, parce que moi, dans ma tête, on siphonnait l'eau. J'imaginais quelque chose d'assez... avec un aspirateur. D'assez, une espèce de pipeline, oui, c'est ça. Mais parce qu'on cherchait, en fait, la mante de Vison, qui était comme une espèce de cape de Vison de Manon pour essayer de voir... C'est la seule chose qu'on n'a pas retrouvée d'elle. En même temps, je me dis, si on avait trouvé la mante de Vison dans le marécage, puis, tu sais, dans le sens où est-ce que, surtout en 59, avec les technologies de cette époque-là, mais je pense qu'on cherchait aussi, à un certain moment, à l'identifier aussi, donc peut-être c'était à des fins d'identification, mais non, c'est ça, ça a été tout ce qu'ils ont trouvé d'elle, avec évidemment la description des vêtements qu'elle avait sur elle, tout ça, qui nous permettait de croire que c'était une dame quand même qui avait une certaine élégance aussi, hein, tu sais, on avait... C'est sans porter de jugement. On ne porte pas de jugement sur rien. Évidemment, c'est une travailleuse du sexe de l'époque qui était dans des grands cabarets, qui était une très belle femme. Là, je veux dire, je parle pour moi, là, dans le sens où c'est subjectif, évidemment. Non, je suis d'accord. Qui avait l'air d'une très belle femme, puis qui attirait probablement beaucoup, qui était très connue dans son domaine. C'est ce qu'on voyait dans les articles. Ça reste subjectif aussi, qui portait des vêtements... des sous-vêtements qui étaient de très grande qualité. On l'avait déjà dit, des sous-vêtements noirs chez des femmes dans les années 50. C'était pas donné à tout le monde, avec une montre aussi, une montre de marque Montrose qui était, on avait regardé, puis c'était quand même là... Un bon prix pour l'époque, là. C'était pas ce qu'on trouvait en pharmacie à 10 piastres, là. C'est ça. C'était tout des objets quand même de luxe, là, aussi. Donc, C'était Manon, que c'est les seules choses. Elle résidait avec sa sœur aussi, c'est ce qu'on savait, sur la rue Saint-Denis, sans plus. On était pas mal rendus là, je pense. Oui, et puis comme bien des histoires, on ferme rarement les dossiers, complètement. T'sais. Surtout quand on les aime autant. Surtout quand on les aime, comme celle de Manon Paquin. Et donc, on avait toujours beaucoup de questions, parce que comme vous pouvez voir, il y a encore des points d'interrogation. Le nom du cabaretier, comme on a dit, on ne peut pas, on peut pas être 100% certain de qui il s'agit exactement. Puis surtout, en plus, à l'époque, on n'avait pas encore le nom du cabaret. Alors, on a beaucoup fouillé. C'est pas mal de mois plus tard, là, après l'enregistrement de l'épisode de Manon Paquin, qu'on a fini par trouver qu'il s'agissait du cabaret All American, qui se trouvait à l'époque sur le boulevard Dorchester. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, qui s'appelle le boulevard René Lévesque, en tout cas dans cette partie de la ville. Et avant de s'appeler le All American, ce bar-là était très connu pour être au nom de Slitkin and Slutkins, qui était un bar qui est quand même connu aussi, quelques faits divers aussi. Là. Puis, ce qui nous étonne toujours, c'est de voir à quel point le nom du cabaret était extrêmement peu cité, au point que, c'est ça, on a eu autant de mal à le retrouver. Alors, est-ce que c'était pour protéger les propriétaires, protéger la réputation? Est-ce qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées pour ne pas être cité dans les médias? Alors qu'à cette époque, on nommait même les adresses des gens. Pourtant, ça, là, impossible d'avoir plus d'informations, sauf le nom de l'avocat. Donc, on a aussi creusé des nouvelles hypothèses, notamment, évidemment, le crime organisé, faisait déjà partie de nos hypothèses. Absolument. C'est sûr que c'est assez tentaculaire à cette époque-là. Il y avait des grosses guerres de gangs là, au niveau des gangs de l'Est, des gangs de l'Ouest. Là. La gang de Saint-Timothée qui appelait les rois de la Maine. La prostitution, c'était vraiment
À l'enfer, là, je pense qu'on en a déjà parlé aussi. Tu sais, les femmes avaient des proxénètes à qui Je devaient pense à donner toutes tout, les tout, époques, tout. hein, mais c'est sûr, pendant cette période-là, ça a Oui. été peut-être encore plus marqué, là, mais... Ah, en étudiant le cas de Manon Paquin, je suis même tombée sur des articles où les guerres entre les bars, là, parce que aussi la protection, puis des territoires pour la vente de drogue ou de la prostitution, les coups bas qui se faisaient entre eux, c'était... Bon, juste avertissement, là, c'est pas beau, là, ce que je vais... C'est pas joyeux, ce que je vais dire, là, mais le type d'avertissement qu'ils pouvaient faire à des propriétaires, c'était de violer la femme du propriétaire du bar, là, tu sais. Puis c'est arrivé vraiment, là, tu sais, sur Saint-Denis, surtout sur Crescent et ces coins-là de la montagne. C'est vraiment, sauvage, là, hein. c'était très... tu sais, on parle souvent de code d'honneur. Ah, c'est pas dans les codes d'honneur, mais c'est sûr que c'était plus le niveau, peut-être, guerre de rue rendu là, mais ça venait quand même de certaines têtes dirigeantes. Ouais, Tu sais, ce genre code de d'honneur, choses-là. il ne se rendait pas à tous les étages, là, j'ai l'impression. Oui, exactement, c'est ça. Puis donc, c'est ça, à travers ça, c'est que on a une nouvelle théorie là, qu'on a réussi à trouver dans un article, je crois, de La Patrie du dimanche à l'époque. En fait, c'est un article qu'on a retrouvé, je crois, en 1962. C'était quand même un bon 3 ans plus tard. Donc, Manon aurait été peut-être un témoin gênant, si on peut dire, parce qu'elle aurait été au courant de certains détails qui auraient été dits sur le meurtre d'un autre... d'un jeune homme, en fait, qui est survenu la même année qu'elle, son meurtre au mois de mars 1959. Il s'agit de Kenneth Winford, alias China Boy, qui a été assassiné dans le coin de Piémont. En fait, il a été retrouvé sur le bord de la route, près de Shawbridge, entre Shawbridge et Piémont. Puis c'est un camionneur qui l'avait ramassé, en fait, qui a fait « Mon Dieu, il y a quelqu'un qui est mal en point. Oui. » Puis même mal en point comme ça, sur le point de mourir, Kenneth Winford n'a jamais voulu dire qui il avait fait du tort, puis il ne voulait même pas aller à la police ou à l'hôpital. Il a demandé au camionneur de le laisser à la première station-service. Okay. Mais il a fini à l'hôpital pareil et il est décédé, là, je pense, à l'hôpital Saint-Jérôme. Là. Puis dans un party, dans une fête quelconque, ultérieurement, évidemment, un peu plus tard après le décès de Winford. Apparemment, selon La Patrie du dimanche de 1962, parce que vraiment, j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs, j'ai cherché, c'est pas que j'ai pas cherché, et j'ai même discuté avec de la descendance de Kenneth Winford, qui aimerait en savoir plus, mais qui n'était même pas au courant de l'histoire de Manon Paquin. Apparemment que Manon aurait eu des échos de comment ou du décès de Winford, de son meurtre, et ce serait pour cette raison qu'elle aurait été assassinée. C'est sûr que du monde qui sont au courant, ils devaient... Est-ce qu'on tuait tout le monde qui était dans le party? Je sais pas, tu sais. Bon, rendu là, ça reste une affaire qu'on a vue. Ça n'a jamais pu être vérifié, évidemment. Puis, on ne peut pas vous confirmer quoi que ce soit, mais on l'a en tête quand même, tu sais. Donc ça a été une des hypothèses qu'on a trouvées après l'épisode 1 qu'on a fait. Il y avait l'hypothèse du tueur en série, Owen Finner. Oui. Alors, Owen Finner, là, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que les victimes qu'il choisissait ressemblaient assez au physique de Manon Paquin. Donc, c'est une des hypothèses qu'on a pu trouver après l'enregistrement du podcast. Bon, évidemment, c'est très difficile de pouvoir confirmer ça. Hein. Il ne l'a pas dit, il l'a pas... non, par contre, les journaux avaient vraiment fait des gros titres. Est-ce qu'on a trouvé le meurtrier de Manon Paquin? Mais, ouais. Titre sensationnaliste, mais qui repose sur... aucune preuve. C'est juste des ressemblances physiques. Puis une troisième hypothèse qu'on aime beaucoup. Puis là, c'est ça, qui nous amène dans un assemblage de scandales politiques, d'espionnage. Scandale sexuel politique, même, qui disait à l'époque. Hein? C'est un all dress. Ah oui, vraiment. C'est un all dress. Scandale sexuel, politique, espionnage. Puis ça, c'est une période que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. C'est la période de la guerre froide. Donc, pour ceux qui n'étaient pas en vie à cette époque-là ou qui n'ont pas connu, c'est ça. C'est l'Ouest et l'Est qui se font une guerre qui n'a pas de nom,
hein, qui n'est pas une vraie guerre, qui est on s'échange, ou plutôt on se vole des secrets, on essaye de corrompre les politiciens, on essaye de corrompre les dirigeants, les militaires, etc., pour avoir des secrets. Se prémunir, hein, se bah prendre oui, de l'avance. Prendre de l'avance sur des technologies, sur 1959 aussi, même si là, ce n'est pas le cas, c'était aussi la course à la conquête spatiale. Donc, l'Est et l'Ouest se faisaient aussi une grosse compétition là-dedans. Mais le Canada, étant donné sa position proche des États-Unis et sous un peu la protection états-unienne, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'histoires d'espionnage, de KGB versus la CIA et puis les services de renseignement canadiens également. Mm-hmm. Et là, arrive dans le décor un personnage qui s'appelle Gerda Munsinger. De son vrai nom, Olga Essler, hein? Olga Essler, effectivement, tout à fait. Et Gerda, faut le dire, c'est de là vient l'expression être une Gerda. Exactement. Ça, on l'a pas inventé. Là. On sait qu'il y a aussi un livre qui a été écrit sur Gerda Munsinger. Oui. Je ne me rappelle pas son nom à l'auteur, mais sachez qu'il y a un livre décrit sur... et qu'il l'a déjà raconté à la télé en entrevue, que c'est de là vient l'expression être une Gerda, qui est un peu comme dire... bon, pour les Québécois, les Français comprendront peut-être pas comme une guidoune, si on peut dire. Je pense, je sais pas une comment. Fille facile? Une Gerda ou une fille qui cherche. Ben, peut-être pas une non, fille facile, peut-être une fille qui cherche l'attention, qui cherche l'attention des hommes. Une Gerda, oui, t'as raison. Je sais pas. Oui, une fille qui recherche l'attention. Écoute, c'est déjà péjoratif. Fait que donner une description à un terme aussi péjoratif que ça, c'est pas facile. Mais ça viendrait de là. Oui. Et donc, comme je disais tantôt, on est dans un certain contexte de grande paranoïa. On voit des communistes partout, des agents soviétiques à droite et à gauche, et même si ça correspond effectivement à une réalité, l'Est espionnait l'Ouest et inversement, des fois ça prenait des proportions un peu exagérées. Et en fait, il a été suspecté que Gerda Munsinger était une espionne du KGB, une espionne de l'Est. Parce que, ce qu'on appellerait une espionne russe ici, tu sais, c'est vraiment l'expression. Une espionne russe, et il faut dire aussi... on n'a pas eu l'occasion de le dire, c'est que Gerda Munsinger, de son vrai nom, comme tu le disais, Olga Essler, elle a fréquenté un ministre canadien entre 1959 et 1960. Et il faut préciser que selon les données, cet homme qu'elle a fréquenté ici, qui était un ministre de la Sécurité intérieure, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était même un sous-ministre de la Défense, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, regarde, il avait un rôle quand même assez névralgique parce que ça soit ministre de la Sécurité ou ministre de la Défense, on s'entend que c'est deux postes qui sont assez clés. Quand on parle d'espionnage, c'est vraiment c'est en plein les cibles des espions en général. Hein. Oui, et qu'est-ce qu'on disait? Le 26 août qu'on a découvert son corps, donc c'était le 20 août que Manon aurait disparu. Absolument. Et c'est le 20 août 1959 que Gerda Munsinger aurait été présentée à Pierre Sévigny, qui était ce fameux ministre-là. Donc, c'est le même soir. C'est ça. C'est le même soir. C'est la même date qui a été donnée, parce qu'il y a une commission d'enquête sur Gerda Munsinger disponible en ligne, et c'est cette date-là qui était nommée à l'intérieur de cette commission-là. Et la relation entre Sévigny et Munsinger, ça passait pas au conseil. C'est-à-dire que les agents... les agents gouvernementaux, les services de renseignement voyaient d'un très mauvais œil que, dans le fond, ils avaient peur du scandale, que le scandale éclate. C'est qu'une femme qui est soupçonnée, il n'y avait aucune preuve, là, mais une femme russe en pleine guerre froide qui sort avec un ministre du gouvernement fédéral, c'est le genre de nouvelle qui aurait fait la une de tous les journaux de l'époque. Elle a fait la une... par après. Hein? Je pense que ça a été découvert tout à fait, dans les années 60, mais sur le coup, il y a eu cette crainte. Je pense que c'est parce que ça a été étouffé, hein? Ça a été une patate chaude. Tout à fait. Vraiment. Puis ce qui est important aussi, c'est que Gerda avait un lien, étroit ou non, mais à tout le moins un lien avec le fameux avocat et ami du cabaretier qui est allé, qui a accompagné cet homme-là à identifier Manon Paquin. Parce que cet avocat-là l'a déjà cautionné
Oui. Pour, je me rappelle plus exactement. Est-ce que tu te rappelles? C'était pourquoi? Je pense que c'était pour des histoires d'immigration. Vagabondage ou non? Il me semble qu'il y avait pas... ou peut-être une descente, parce que Gerda Munzinger, ce qu'il faut savoir aussi, elle a été hôtesse au fameux bar chez Paris sur Stanley. Donc là, je sais plus. Qui a une place extrêmement connue à Montréal, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, à Montréal, on sait tous c'est quoi. Mais à l'époque, c'était quand même nouveau. Je pensais fin 40, le cabaret chez Paris, ça fait longtemps, mais il y a déjà eu, évidemment, plusieurs descentes dans ce cabaret-là. Fait que je ne me rappelais plus, mais je sais que cet avocat-là l'a cautionné une fois. Il a démenti ça dans les journaux. Il a dit qu'il n'avait aucune idée c'était qui, mais nous, on l'a déjà trouvé, l'article dans lequel ce même avocat-là l'avait défendu et cautionné pour la sortir de ce pétrin-là. Ça, c'est un premier lien avec notre histoire, parce que c'est certainement que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle tout d'un coup de Gerda Munzinger? Il y a le lien avec l'avocat du cabaretier, mais il y a aussi... La date aussi. La date. Mais une troisième chose qui est vraiment troublante, c'est la ressemblance physique entre les deux femmes. C'est incroyable. On vous mettra les photos, pareil, sur le site de Rétrocrime, mais c'est des jumelles. C'est pratiquement des jumelles. À un point tel que je me suis demandé, est-ce que le décès de Manon, c'était pour donner l'impression que Gerda n'est plus dans le décor? Parce que là, sans vouloir aller trop vite, faut dire que Gerda, quand elle a senti la soupe chaude, quand ça s'est mis à mal aller, quand elle a été indésirable finalement, je ne sais plus exactement à quel moment, parce qu'évidemment, tout le scandale est sorti seulement dans les années 60. Il devait y avoir une pression sur elle à un moment donné. Elle a dû quitter, vraiment. Ça. Apparemment, il y a même des sources qui disent que il y a déjà eu des gens de la pègre qui l'attendaient dans dans le bloc appartement en bas, dans le centre-ville. Là, je ne me rappelle plus exactement au coin de... Mais c'était vraiment non loin de ce secteur-là du red light, là, si on peut dire, qui l'attendait pour l'exécuter, là, ni plus ni moins, parce que là, elle était devenue une menace, parce qu'on s'était rendu compte de la possibilité qu'elle ait des liens, puis qu'elle soit une espionne russe, finalement. Là, je vais le dire dans les termes vraiment le plus populaire. Oui. Là. Puis, elle est partie à Munich. Elle s'est enfuie d'ici à ce moment-là. Est-ce qu'il y a même eu des gens qui ont dit « Ah, mais cette femme-là, apparemment, ce qui avait été dit, c'est « Ah, elle est décédée d'un cancer. » On disait qu'elle était décédée. C'est comme s'il fallait calmer les gens. Non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, l'espionne russe. C'est parti. Mais Manon, qui ressemble tant, décédée au même moment, ou presque, est-ce que c'était une erreur sur la personne? Ou ça pourrait être même... qu'on veut faire passer ça sous... Ben regardez, c'était elle. On voit la photo d'arrestation, parce que la photo de Manon dans le journal, c'est ce qu'on appelle, nous, ici, une mugshot, une photo d'arrestation. C'est le portrait tout craché de Gerda Munzinger. La ressemblance est vraiment incroyable. Puis, quand on assemble les éléments les uns avec les autres, c'est là où ça prend toute une ampleur incroyable. Comme tu disais, il y a la date. Il y a la ressemblance, il y a l'avocat qui est la personne en commun. Qui ont un lien. Et la fuite de Gerda après les événements, où tu sais, dans le même laps de temps, où à un moment donné, on sent qu'elle, pour reprendre une bonne expression d'ici, elle sent la soupe chaude, puis elle se dit, ouf, là, il ne faut pas que je reste là parce que ça va mal se terminer. Et alors, dans le fond, est-ce que c'est simplement une erreur sur la personne, ou est-ce que c'était un message qui était envoyé directement à Gerda ou à d'autres personnes? Mais c'est là où cette histoire prend une ampleur qui est absolument incroyable. On ne peut pas vraiment donner, tu sais, comme là, on parle, admettons, d'erreur sur la personne, ou on aurait pu assassiner, admettons, Manon, pour que les gens se calment puis se disent « Ah, c'était Gerda, donc OK, fini Gerda, c'est terminé. » C'est du n'importe quoi, ce que je suis en train de dire là, parce qu'en fait, je le comprends que on a plein de pièces qui s'embriquent, ça fait clic partout, mais en même temps, on n'a pas le portrait final. Tout à fait. On se demande c'est quoi, mais je suis certaine qu'il y a un lien. Puis on sait que Gerda aussi a donné des entrevues à Munich après, parce que c'était tellement un gros scandale qu'il y a des reporters qui sont allés directement là-bas. Apparemment, j'ai lu sur... je pense même que c'est sur Instagram que j'ai vu ça. Je ne savais pas, mais le père ou le grand-père de Neil Young, un de mes chanteurs préférés canadiens, était journaliste pour un journal de Toronto. Et ça jouait du coude, il paraît, ça coursait dans les rues de Munich pour qui allait être le premier
qui va réussir à cogner chez Gerda Munzinger pour la prendre en entrevue. Puis, il y a des vidéos YouTube en passant, si vous mettez son nom, de elle qui se fait interviewer, puis elle a l'air totalement relax, elle fume sa cigarette, là, très king size, là. Puis elle est très... puis elle a donné une entrevue ultérieurement à ça pour dire qu'elle était sur le gros nerf cette fois-là, qu'elle avait l'air de rien, mais que, dans le fond, à l'intérieur d'elle, elle était sûre qu'elle allait se faire assassiner parce qu'elle le sait qu'elle était mise à prix complètement à Montréal. Mais pourquoi? Tu sais, c'est pourquoi? Puis pourquoi Manon, qui ressemble à un Pointel au même moment, dans les mêmes cabarets? Parce qu'il faut savoir que le All-American était à un coin de rue de chez Paris. C'est ça. Au même moment. Gerda est hôtesse. Hôtesse étant peut-être, je sais pas, moi, je me demande, je sais pas si elle était plus qu'hôtesse, mais tu sais, à l'époque, c'était pas des danseuses, hein? C'est pas comme ça que ça fonctionnait, là. Tu sais, c'était pas la même manière qu'aujourd'hui. C'est que les clients rencontraient les escortes, les femmes avaient, tu sais, c'était des escortes de luxe, admettons, dans des grands cabarets comme ça, puis ça paraissait pas nécessairement, puis c'est comme ça qu'il y avait peut-être des entremetteurs, j'ai aucune idée, là, mais tu sais, c'est une autre époque, là, mais est-ce que Gerda pratiquait le même métier que Manon? C'est fort possible, mais les deux ont une ressemblance assez frappante, là. Peut-être, même si c'était pas exactement le même métier, peut-être qu'elle fréquentait les mêmes personnes. Enfin, et puis quand je dis fréquenter, là, c'est pas nécessairement dans le sens charnel de la chose, mais croiser les mêmes personnes. Aller aux mêmes endroits. Aller aux mêmes endroits. Tu sais, c'est ça aussi qu'on pourrait rajouter d'ailleurs à la longue liste des choses qui sont troublantes au sujet des deux femmes. C'est que, comme tu disais, c'était dans le même secteur géographique, mais il est bien certain que... comment dire, elles n'étaient pas attitrées à une place en tout temps. Donc, ça pouvait avec la protection, puis avec les territoires, mais... Pour leur profession. Oui. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, après, tu bouges, les gens, ils circulent, ils vont à droite et à gauche, et puis les clients aussi bougent de place. Eux n'ont pas de secteur attitré, en effet. Exact. Il ne faut pas oublier, hein, Jean-Philippe, que dans le fond, ce secteur-là, il était en grosse ébullition à ce moment-là. On a découvert, à force de creuser ce secteur-là, exactement à ce moment-là, des descentes, des coups de feu. C'était qui? C'était Frank Petroula qui avait commandé aussi. En tout cas, il y avait des dirigeants de la paix grassés. Tu sais, la gang de Saint-Timothée versus les rois de la rue Sainte-Catherine. Il y avait vraiment, là... des coups de feu, des fusillades à cœur de nuit, des descentes dans des bars. C'était vraiment un secteur en ébullition à ce moment-là. Il y avait comme probablement je ne sais pas comment... Il y a sûrement un nom pour ça, là, les policiers sauraient peut-être là, comment ça... Quand il y a comme un remaniement dans la pègre, là. Tu sais, quand il y a une guerre... des changements de garde ou des quand que ça switch, ou en tout cas, tu sais, qu'il y a des têtes fortes qui sont tombées ou je ne sais pas quoi, puis que là, finalement, c'est comme une guerre interne qui se livre entre eux. Ouais. Autant interne, je veux dire, que les guerres entre eux. Puis je pense qu'il se passait vraiment de quoi qui était vraiment en ébullition. Fait que c'est sûr que là, puis en plus, avec cette histoire-là de Pierre Sévigny, qui lui se défendait d'avoir rien à voir avec tout ça, mais finalement... Bien évidemment, comme toujours. Tu sais, je ne connais pas cette jeune demoiselle. Sa manière de se défendre est tellement... Mon Dieu, il y a des vidéos, là, si vous voulez voir sur YouTube, là, c'est... On connaît un autre aussi. Il était président américain. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est ça. Donc, cette hypothèse qu'on aime beaucoup parce qu'il y a... parce que mais en fait, on parle la force du nombre de toutes les... Parce qu'il n'y a pas que Sévigny dans le côté politique. C'est que l'avocat, dont on ne dit pas le nom, est aussi devenu un politicien dans un parti qui est quand même... un parti majeur au Québec, parti provincial. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, ça sent, ça tous les, comment dire, toutes les odeurs, ça sent vraiment le scandale politique et sexuel, surtout à cette époque-là. Et quand on saupoudre ça d'un peu de paranoïa d'espionnage et ça rend... de guerre de gang, etc. C'est juste fou. Là. C'est aussi un bon sujet de film. Il y a aussi que cet avocat-là avait été interviewé pour La Patrie
par un journaliste qui avait quand même beaucoup d'audace. Oui. Puis ce qui avait été relevé dans ça, c'est que cet avocat-là avait apparemment un chauffeur et qui était le même chauffeur, si je me trompe pas, il me semble, d'Armand Courville, qui était le bras droit de Vic Cotroni à l'époque. Chose qu'il avait démenti aux journalistes. Et je me rappelle de m'être dit, oh mon Dieu, tu sais, des fois, les mots, hein, les phrases assassines un peu, là, comme on dit. Puis, quand il lui demande s'il connaissait Gerda Munzinger, non, puis absolument pas, et tout ça. Puis, il se défend corps et âme, puis dans sa tête, il n'a jamais connu Gerda Munzinger, tout ça. Je parle bien de l'avocat, là, dont tu parlais. À la fin, il dit aux journalistes, il dit, vous savez, il dit, ce serait mieux de ne pas faire de moi un homme qui se défend. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais? Ouais. Mais c'est doucereux, là, dit comme ça, mais... C'est ça. Mais moi, il y a tellement un double sens potentiel, et quand il y a des doubles sens... Faites quand pas ça de vient, moi un homme qui va se défendre. Qui va devoir se défendre, c'est ça. Et puis... C'est une menace un peu, là. Venant de quelqu'un lambda comme ça, que vous rencontrez, c'est une chose. Mais quand ça vient d'un avocat, les avocats... ils savent manier les mots. Là. Ça fait partie de leur métier. Avocat qui devient en plus politicien, qui était sur le bord là, d'être politicien. Il allait se présenter. C'est classique quand même à l'époque, mais tu sais... Oui, mais classique, mais dans tous les cas, c'est des gens qui savent s'exprimer, qui savent quelle est la valeur d'un mot, puis surtout d'une phrase. Et quand une phrase a un double sens, venant de ce genre de personne, c'est parce qu'elle a un double sens. C'est comme tu dis, c'est que ça peut paraître inoffensif, mais Exactement. Moi, je le vois comme une pure menace venant de ce personnage-là, parce que, honnêtement, après l'avoir utilisé comme il faut... Tu veux pas me voir me défendre. C'est ça que ça veut dire. Oui. Calme-toi, là, parce que... Puis avec les liens qu'il y avait avec certaines personnes, puis aujourd'hui, c'est quelqu'un, mettez son nom, on vous donnerait son nom, vous le mettez sur Google, sur n'importe quoi, même sur BANQ, partout. Il n'y a rien. Tout est beau. Patte blanche, tu sais. Ouais. Mais... je trouve ça quasiment pire d'une certaine façon, parce que souvent, c'est ceux qui n'ont pas besoin, c'est ceux qui vont passer à la trappe peut-être, mais bon, on ne veut pas accuser rien, hein? On ne veut pas accuser personne, c'est pas ça, mais on peut juste... nous, on le voit en 2 dimensions, hein? On n'était pas là, puis on ne sera pas là, puis on n'a pas de machine à voyager dans le temps, mais... malheureusement. Ça a tout le potentiel d'être quelque chose qui, à l'époque, peut-être aurait pu être résolu, mais que... on a peut-être fermé les yeux sur quelque chose, on a peut-être... Trop de monde qu'il ne faut pas déranger, qui aurait été secoué éclaboussé par le scandale. Fait qu'on range ça sous le tapis et puis on passe à autre chose. Puis vraiment, Jean-Philippe, c'est rare qu'on se dise des affaires de même. On n'est pas très théorie... complotiste, conspirationniste, non, pas vraiment du tout. pas. Mais celle-là, malheureusement, on peut pas faire autrement que de... Notre analyse, c'est ce que ça nous donne à nous, mais... c'est notre analyse à nous. C'est ça. À vous ça reste une hypothèse. À vous d'en faire votre propre verdict. Ceci conclut cette fascinante histoire qui est celle de Manon Paquin. Vous pourrez retrouver notre sélection d'articles de presse, mais aussi notre premier épisode consacré à ce cas, sur le site retrocrime.com. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, ainsi que sur nos comptes Instagram et Twitter. Toutes nos chroniques et nos livres sont disponibles sur le site retrocrime.com. Vous pourrez aussi y retrouver nos anciennes émissions, ainsi que tous les liens utiles. On vous invite aussi à laisser vos votes et commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Ceci nous aidera à faire connaître ces histoires et qui sait, à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. Bye bye.